Toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire qui est organisé dans le cadre du PEPR Ville durable et bâtiments innovants. PEPR, c'est une structure nationale financée par appel à projet du secrétariat pour l'investissement et qui nous permet aujourd'hui de pouvoir proposer des projets financés, mais aussi des animations autour de la ville durable et bâtiments innovants. Ce webinaire est monté en partenariat avec le groupe Miroir Ville. Je donnerai la parole ensuite à Pierre Pacaud. Et nous y accueillons des personnes qui sont pour la plupart, on va dire, en lien avec les villes missions, donc les villes climatiquement neutres. Voilà, je ne vais pas aller plus loin. Je laisserai Pierre, je vais laisser la parole à Pierre et ensuite c'est Solène qui a tout organisé, à qui et on lui laissera en fin de compte l'honneur de présenter les intervenants. Pierre ? Oui, merci beaucoup, merci Gilles. Donc Pierre Pacaud, j'ai le plaisir de co-animer avec Patricia Roche du ministère de la Transition écologique, sachant que moi-même je suis ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, donc le groupe Miroir Ville, qui a pour objectif principal de favoriser les participations européennes des acteurs français dans le programme Horizon Europe. Et dans ce cadre-là, justement, nous accompagnons notamment les villes qui sont vraiment très importantes pour nous et les acteurs de la recherche dans le cadre de la mission ville, qui a pour objectif, c'est un grand programme européen qui a pour objectif d'atteindre la neutralité climatique et d'engager une dynamique d'ici à 2030. Je ne vais pas en parler davantage parce que ce n'est pas le sujet du jour, mais juste pour vous dire que dans ce cadre-là, évidemment, on favorise aussi, et c'est un peu notre rôle, de favoriser le rapprochement et d'articuler les initiatives françaises. Et la grande initiative française sur la ville en termes de recherche, innovation, c'est donc le PEPR, tel qu'on vient d'en dire deux mots, Gilles, co-dirigé par le CNRS et l'Université Gustave Eiffel, et donc le programme européen de la mission ville. Donc c'est dans ce cadre-là aussi qu'on vous propose ce webinaire, et merci beaucoup au PEPR et en particulier à Solène, à qui je passe la parole, d'avoir organisé pour cela ce webinaire aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup à vous deux, et puis merci à toutes les personnes qui sont connectées. Donc moi je suis Solène André, je suis responsable de l'éditorialisation du PEPR. Je vais juste faire un petit point technique avant de démarrer, puisqu'on inaugure cet outil webinaire de l'État, donc vous voudrez bien excuser si on a des petits bugs parce qu'on n'est pas tous familiers de l'utilisation de cet outil. Simplement, les caméras et les micros, alors peut-être pas les caméras, mais en tout cas les micros sont bloqués par défaut. Et donc, en fin de présentation, vous pourrez déverrouiller vos micros si vous avez des questions, ou les mettre dans le chat et puis on pourra les transmettre à nos intervenantes. Le webinaire, il est enregistré. Vous avez dû avoir une petite info dessus parce qu'on le mettra en ligne sur la chaîne YouTube du PEPR pour ceux qui n'ont pas pu assister. Et du coup, je vais simplement dire un petit mot sur les deux interventions qu'il va y avoir tout de suite. La première intervention, elle sera à deux voix avec Morgane Innocent, qui est maître de conférence à l'Université de Bretagne occidentale et co-titulaire de la chaire alimentation durable, et de sa collègue Kimberly Gérardon, qui est ingénieure de recherche, et elles sont toutes les deux au laboratoire Lego, sciences de gestion et économie. Donc là, on aura une partie plus recherche théorique. Et en deuxième partie, c'est Léna Meunier, que je remercie vraiment vivement parce qu'elle a accepté de participer vraiment au pied levé et qui est doctorante CIFRE à la Ville de Paris et qui nous présentera les actions de la Ville de Paris en matière d'alimentation. Et je vais arrêter là et je vais tout de suite laisser la parole à Morgane qui va faire sa présentation. Merci beaucoup Solène. Bonjour à tous. Alors je vais partager en fait mon écran. Voilà. Alors effectivement, est-ce que vous voyez? Oui, c'est bon. J'ai un retour positif. Okay. Donc bonjour, merci de cette invitation dans le cadre
du PEPR Ville Durable. Alors effectivement, comme l'a dit Solène André, je remercie aussi pour toute cette organisation. Nous travaillons en fait, Kimberley et moi-même, au sein du laboratoire Lego, au sein duquel nous avons un axe spécifique de recherche qui porte sur les pratiques responsables, dont les pratiques responsables en matière d'alimentation. Et c'est un sujet sur lequel nous travaillons maintenant depuis 2018. Et voilà, on va vous faire une présentation sur le début qui est un petit peu plus théorique pour poser certaines bases. Et puis, on vous parlera d'un certain nombre de projets de recherche qu'on a pu mener, qui sont des projets de recherche sur de terrain, en fait. Voilà. Alors, déjà, il faut que j'arrive à passer les slides. Ça, par contre, est-ce que ça va fonctionner? Alors, attendez, parce que là, ça ne marche plus. Ah, c'est bon, c'est passé? Oui. Voilà. Donc, pour débuter, en fait, en 2018, quand on a commencé à s'intéresser à ce sujet, en collaboration avec un territoire, puisque c'était le pays de l'Orient, on a travaillé à un premier aspect, c'était finalement, c'est quoi en fait une pratique alimentaire durable? Comment on définit une alimentation ou des régimes alimentaires durables? Ça, il y avait un certain nombre de travaux qui avaient déjà été menés sur la question, et on est reparti en fait assez basiquement de la définition proposée par la FAO en 2010. Mais ça ne nous permettait pas de dire comment, de la part des consommateurs, des citoyens, c'était perçu. Donc, on a mobilisé une théorie qui s'appelle la théorie des pratiques sociales, qui, en gros et de manière très synthétique, nous dit qu'une pratique, il y a les gestes, en fait, enfin voilà, les actions réelles que réalisent les individus, mais qu'il y a aussi toutes les significations qui vont autour, les compétences en fait des individus qui réalisent ces pratiques, et puis tout l'environnement en fait matériel au sein duquel se réalise cette pratique, et qui vont venir influencer et intervenir sur les degrés de pratique des individus. Donc, nous, on a appliqué ça à l'alimentation durable, et on a commencé on a mené une recherche pour dimensionner, en fait, selon les consommateurs, cette alimentation et cette pratique de l'alimentation durable. Ce qu'on a constaté, c'est qu'en fait, dans l'esprit de nos concitoyens, c'est pas une pratique, l'alimentation durable. En fait, c'est un ensemble de pratiques, c'est un système de pratiques qui vont globalement de pair, mais qui peuvent être pratiquées à des niveaux assez différents. Donc, pour faire simple, on a une sorte de pratique centrale, donc qui sont toutes les actions qui sont liées avec un degré de difficulté croissant à l'achat de produits locaux, de saison, en vrac, à la coupe, labellisés, vous connaissez, bio, équitable, pêche durable, etc. Et puis un certain nombre de pratiques quotidiennes, comme le fait de cuisiner maison ou d'utiliser des bocaux ou ce genre de choses, voilà, qui sont réutilisables. Vous avez deux pratiques qui sont liées à de l'anti-gaspillage. D'une part, toutes les pratiques de rangement, stockage qui sont en amont en fait de la consommation, et puis les pratiques de cuisine anti-gaspillage, donc qui vont être un certain nombre de façons de faire pour ne pas gaspiller soit les restes, soit au moment où on cuisine. Ce qu'on a constaté aussi, et ça on s'y attendait pas forcément autant, c'est qu'on a une association de la notion de pratique alimentaire durable avec la consommation de protéines végétales, et aussi avec l'autoproduction alimentaire. Donc, on arrive en fait à une sorte de schéma où vous avez un cœur de pratique, vous avez des pratiques anti-gaspillage, et puis vous avez des pratiques qui sont un petit peu plus éparpillées. Et là où c'est assez intéressant, c'est que quand on regarde en fait les fréquences de réalisation de ces pratiques, on s'aperçoit que les pratiques anti-gaspillage sont celles qui sont le plus réalisées dans la population, en tout cas de la manière dont nous, on les avait définies et mesurées. Que le cœur de pratique était une pratique de l'alimentation intermédiaire, et puis que finalement l'autoproduction alimentaire, alors qui dépend évidemment beaucoup du contexte matériel des individus, mais surtout la consommation de protéines végétales, sont les pratiques qui sont les moins fréquentes au sein de la population. Alors,
Selon le schéma que je vous ai présenté au tout début, on ne s'est pas contenté de mesurer en fait ces pratiques effectives. On a été regarder les dimensions de nos pratiques. Donc, on a essayé d'identifier quelles étaient les compétences associées aux pratiques alimentaires durables. On a identifié ainsi 4 compétences. Des compétences qui étaient associées à la connaissance en fait de l'offre d'approvisionnement locale, une meilleure connaissance des labels, donc en fait de qu'est-ce qu'il y avait derrière les labels. Les compétences culinaires qui sont fortement en fait, qui sont importantes dans le domaine d'une alimentation plus durable, et puis des compétences un peu plus qu'on a qualifiées techniques parce qu'il fallait mettre un mot, mais qui rassemblent en fait les connaissances sur les emballages, sur comment trier, sur la saisonnalité des produits, enfin voilà, des choses un petit peu plus théoriques. On s'est aussi interrogé sur les significations. Et donc, sur les significations, on a très clairement 2 aspects. On a des bénéfices qui sont perçus comme étant des bénéfices collectifs en lien avec l'environnement, le comportement citoyen, la lutte de principe contre le gaspillage, donc, et qui est là collective, véritablement. Et puis, des bénéfices individuels, plus liés à la sécurité alimentaire, à la santé, et puis à une sorte de sentiment de bien-être. On a aussi des coûts qui sont fortement associés à la pratique alimentaire durable, et notamment des choses assez classiques dans les changements de comportement, le fait d'avoir du mal à changer ses habitudes, d'avoir du mal à avoir accès aux bonnes informations, des contraintes de temps, d'organisation, etc., etc. Dernière dimension de notre pratique, on a essayé de comprendre comment était dimensionné l'environnement matériel de la pratique d'une alimentation durable pour un individu. Et on a pu distinguer 4 zones, voilà, 4 espaces en fait. Le logement avec son équipement individuel, l'environnement de proximité immédiate, donc le dispositif de tri auquel la personne a accès, l'accès à des jardins, etc., etc. La zone d'approvisionnement, et c'est pas simplement les magasins, c'est la facilité d'accès en fait à ces magasins, etc. Voilà. Et puis l'environnement qu'on va qualifier de numérique, qui est de plus en plus important, et où là on a toute la partie sur les sites d'information ou les sites de commande en ligne, de liens en fait direct avec les producteurs. Sur cette base-là, on a cherché à mieux comprendre ce système de la pratique alimentaire durable. Donc là, je vous passe le côté très mathématique qu'il y a derrière cette modélisation, puisque tout ça, c'est appuyé sur des études auprès d'un grand nombre de personnes sur des panels de la population représentative, de la population française. En fait, ce qu'on a pu constater, c'est que globalement, toutes les compétences était quelque chose qui allait faciliter en fait ce cœur de pratique que je vous ai décrit au début avec les achats locaux, enfin voilà, la cuisine maison, etc. Et qu'on avait des choses qui sont plus séparées, c'est-à-dire qui font moins partie de ce système, comme par exemple les compétences culinaires et la cuisine anti-gaspi. Donc vous pouvez avoir des gens qui sont vraiment très performants en fait sur cet aspect-là, mais qui vont pas du tout être engagés dans une démarche d'alimentation durable. Il y a aussi un autre élément qui est notable et important dans ce système, c'est que alors que les bénéfices, bon là on le voit pas bien apparaître sur le schéma, mais alors que les bénéfices individuels sont clairement un driver, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va influencer l'adoption d'une alimentation durable, les bénéfices plus collectifs sont plutôt quelque chose qui va arriver en fait après entrer dans la pratique, c'est-à-dire qu'on va ressentir un bénéfice écologique, etc., mais ça ne sera pas ça qui va vous amener à modifier vos pratiques. Alors, on a mené en fait dans le cadre de la chaire PAD, on a suivi l'évolution des pratiques alimentaires durables sur 3 temps en fait. On a fait une première mesure donc en 2019 avant le confinement. Avant le confinement 2019, en 2024, puis en 2025. Et en fait, ce que on constate, c'est que globalement, on a à l'échelle d'un score en fait de ces pratiques une forme de stabilité. Ça veut dire que en fait, nous aujourd'hui, sur ce qu'on mesure, les pratiques alimentaires durables définies comme ça, elles augmentent pas au sein de la population. Elles ont plutôt tendance à stagner. Voilà, donc il y a une sorte d'équilibre. En revanche, on voit qu'on a des pratiques, qu'on a des modifications en fait de type de pratique, voilà, et que notamment il y a des choses comme consommer des produits à base de protéines végétales. En 2025, on a noté une augmentation. Donc
on se dit que peut-être là, on a des choses qui vont décoller. Pareil pour la cuisine maison. Par contre, le vrac, et ça, enfin, je pense que vous le savez, est en baisse, est en perte de vitesse. Alors, comme le temps nous est compté, je continue. En fait, ces dimensions de la pratique, ça nous permet de regarder un petit peu derrière quels sont les leviers de changement comportemental sur lesquels on peut agir et à quoi ça correspond. Pour vous donner un exemple, le comportement effectif, on va se dire, ce qu'on veut, c'est modifier le geste. Or, on sait que pour modifier un geste, en fait, on peut sélectionner les nudges. Voilà. Ou tout un tas d'autres programmes qui, cumulés, en fait, vont agir sur l'ensemble des autres éléments comme les compétences, les significations ou l'environnement et qui, in fine, vont venir agir sur le comportement. Donc ça, c'est des choses, en fait, tous ces types de programmes d'accompagnement, pour certains qu'on a testés et Kimberley va vous en parler. Donc voilà, vous verrez que alors dans les programmes qu'elle va vous décrire, on va pas forcément aborder la question des compétences, je ne me souviens plus, mais on a testé par exemple les compétences. On sait que le digital permet de faire bouger les compétences, mais que ça permet pas derrière de faire bouger les gestes. Voilà, donc ça nous permet de comprendre en fait la chaîne de causalité de ces changements. Je vais laisser la parole à Kimberley pour la suite. Merci Morgane. Justement, je vais faire la transition avec ce levier un petit peu compétences parce que Cool Food Pro reprend un petit peu quand même cette idée-là. Donc moi, je vais vous présenter 3 projets sur lesquels le laboratoire a travaillé. Donc toujours en concertation avec une partie terrain. Donc là, on va voir que c'est plutôt la restauration collective dans ce cas-là. Mais donc je vous présente un petit peu le projet, les objectifs et puis ce qu'on peut en tout cas en retirer en termes d'implication managériale ou sociétale. Donc Cool Food Pro, c'est un projet financé par Interreg France-Manche-Angleterre qui a été mené entre 2021 et 2023. Et donc là, justement, si le levier qu'on peut un petit peu citer là-dedans, c'est le fait d'essayer de modifier en tout cas les pratiques en restauration collective afin d'améliorer en fait leur impact carbone. C'était vraiment l'objectif principal. Donc concrètement, les objectifs terrain, c'était d'accompagner le secteur de la restauration privée et publique, donc sur 2 territoires, l'Angleterre et la France. Donc en améliorant leurs pratiques, en les aidant en tout cas à améliorer leurs achats, que ce soit en produits bio, locaux, de saison, et puis tout un volet aussi plutôt réduction du gaspillage, donc gaspillage alimentaire, mais aussi plastique. Et pour rentrer en fait dans la loi Egalim, en tout cas les objectifs de la loi Egalim. Et puis nous, d'un côté recherche, du coup, qui fait sens avec ce que Morgane vous a présenté, nous, c'était d'identifier un petit peu les freins et leviers au digital du coup, puisque vraiment Cool Food Pro, ça reposait sur un outil numérique, un calculateur en ligne, dont pouvaient s'emparer en fait les différents responsables de restauration, en cuisine ou même les personnels au niveau de la direction. Afin en fait de visualiser un petit peu si je réduis de temps mes achats en viande, quels sont les impacts concrètement sur mes émissions de CO2, et puis on avait aussi des indicateurs en termes de biodiversité qu'on ne voit pas forcément apparaître là, mais voilà, on avait quelques indicateurs en biodiversité. Donc voilà un petit peu le contexte. Donc si Morgane, tu peux, voilà, super. Et donc qu'est-ce qu'on en ressort en fait, à quoi ça sert le digital en tout cas dans le changement de pratique au niveau de la restauration plutôt collective pour le coup. Eh bien c'est comme un support utile d'aide à la décision. Puisque ça permet clairement aux responsables de cuisine, etc., de visualiser d'un côté donc l'intérêt de mettre en œuvre certaines actions, donc sur différents leviers, mais aussi de justifier auprès de leur direction, par exemple, pourquoi telle ou telle pratique serait bénéfique pour l'organisation. Donc voilà, c'est un vrai outil à l'aide à la décision. Mais le revers de la médaille, un petit peu, c'est que le digital, ça nécessite de créer de nouveaux automatismes, de nouvelles routines, en tout cas,
au sein de la société, de l'organisation, et que ça, c'est pas forcément toujours évident. Donc plusieurs sites n'ont pas poursuivi, en tout cas, la prise de défi une fois que tout l'accompagnement, tout le projet Cool Food Pro avait pris fin. Donc ce qu'on peut concrètement retirer de ce projet-là, c'est que le digital pour le changement de pratique, c'est intéressant, mais attention à bien mettre en œuvre tout un accompagnement, notamment personnalisé au niveau de chaque structure. Alors ça peut être la restauration collective, ça peut être toute autre forme de structure, mais il faut vraiment prendre en compte les contraintes de chaque structure et les accompagner dans le temps pour que vraiment l'outil digital soit pris en main, soit vraiment intégré dans les procédures de l'organisation. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut en ressortir sur ce premier levier un petit peu compétences et digital. Deuxième exemple que je vous propose ici, c'est un projet qui a été réalisé sur la commune de Brest Métropole, donc Locapro. Là, on était plutôt sur un levier environnement et accessibilité, notamment à l'approvisionnement local. Donc, on est toujours sur une cible un petit peu restauration hors domicile, avec la restauration collective et privée, commerciale. L'objectif, c'était vraiment d'aller voir en fait si il y avait une opportunité sur la commune, enfin sur les communes de Brest Métropole, de faire entrer les produits locaux dans les différents restaurants des communes. Donc, on a été interrogé un petit peu d'un côté l'offre, les producteurs locaux, qu'est-ce qu'ils pensaient de tout ça, quelles étaient leurs contraintes, leurs besoins, et de l'autre aussi, on a été interrogé bien entendu les restaurateurs afin de comprendre un petit peu s'il y avait éventuellement la possibilité de créer une logistique entre tous ces acteurs afin de favoriser cet approvisionnement local. Donc, on peut directement passer au résultat. Donc, ce que l'on peut en conclure, on a fait notamment un benchmark sur toute la région Bretagne, un petit peu sur les solutions qui pouvaient exister déjà de ce côté-là. Ce qu'on remarque, c'est que, bien entendu, l'offre et la demande n'ont pas forcément les mêmes attentes et les mêmes contraintes, que c'est pas forcément facile de mettre tout ce petit monde d'accord, que la logistique collaborative, c'était une piste intéressante qui proposait différentes solutions. Alors on a identifié nous 4 solutions potentielles sur notre territoire. Le groupement d'achat qui aurait permis justement aux producteurs d'avoir suffisamment de produits et puis à la restauration aussi d'avoir les quantités derrière suffisantes. Le groupement de l'offre, l'optimisation des livraisons ou le partage d'informations. Donc voilà, donc c'est intéressant, la logistique collaborative, ça prend en compte un petit peu les spécificités de chacun. Mais concrètement, une fois qu'on propose tout ça aux acteurs, c'est ensuite assez compliqué en fait de s'emparer de ce défi-là et de co-construire quelque chose. C'est vrai que ce qu'on remarque, c'est que chacun se renvoie un petit peu la balle. Et la question, c'est la collectivité dans tout ça, quel est son rôle en fait. Et c'est là qu'il y a un véritable levier de ce côté-là. C'est en général, c'est plutôt la commune qui est attendue sur ce genre de projet au niveau de l'approvisionnement local. Donc voilà un petit peu pour ce côté environnement, accessibilité aux produits locaux. Et puis, dernier projet que je vous propose de présenter. Alors là, on est plutôt sur une pratique individuelle. Jusqu'à présent, on était plutôt sur de la restauration collective ou commerciale. Ici, on était sur un territoire un peu spécifique. Donc, c'était le territoire corse. Et donc, c'est le CIVADEC, le syndicat de valorisation des déchets de la Corse, qui nous a appelés pour qu'on les aide, en tout cas, à améliorer le tri des déchets sur les points d'apport volontaires en Corse. Donc, l'objectif de recherche ici, c'était de comparer un petit peu l'efficacité de différentes techniques de communication sur l'évolution des pratiques individuelles. Et donc, ce qu'on a remarqué dans la littérature, c'est qu'il y avait 3 leviers possibles. Tout ce qui était contrôle perçu et propreté du point d'apport volontaire, qui aurait pu en fait
susciter en tout cas un changement de comportement. Donc vous voyez ici la première action que l'on a mise en action, c'était un marquage au sol, histoire de rendre propre le point d'apport volontaire et de faciliter un petit peu en tout cas la visualisation de l'usager sur les différents éléments pour trier ses déchets. Le deuxième levier, c'était ce qu'on appelle la norme sociale, le fait d'avoir l'impression en tout cas que le tri des déchets, c'est quelque chose de partagé par l'ensemble des usagers d'un point d'apport volontaire, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Donc, on a mis en place une petite affiche toutes les semaines pour indiquer combien de kilos de déchets étaient triés sur le point d'apport volontaire, ce qu'on appelle donc un feedback social. Et troisième technique de communication, très simple, un affichage de consignes de tri sur le point d'apport volontaire, quelque chose qui résume de manière très simple en fait qu'est-ce qu'il faut faire concrètement sur son point d'apport volontaire. Donc, on a comparé ces trois méthodes et ce que l'on peut en conclure, c'est que les nudges est quand même très en vogue, c'est quelque chose qui est de plus en plus mis en place dans les différentes communes pour essayer de faire changer les comportements sans vraiment diriger, sans imposer en tout cas un comportement, mais qu'il faut être quand même assez vigilant sur là où on veut les installer. Ici, vous voyez, ce qui a le plus fonctionné finalement, c'est l'affichage tout simple de consignes de tri sur les points d'apport volontaires. Alors ça peut paraître étonnant, mais finalement pas tant que ça, puisque ce qu'on remarque en fait, c'est que le nudge, ça va plus être quelque chose qui va permettre d'acquérir une pratique, mais pas une connaissance. Donc c'est-à-dire que nos usagers corses, ce qu'on a pu remarquer en tout cas lors de nos études, enfin nos entretiens avec des usagers, c'est qu'ils n'avaient pas forcément connaissance de ce qu'ils devaient faire sur un point d'apport volontaire. Donc concrètement, si l'usager n'a pas de connaissance, ça sert à rien de lui proposer un nudge, quelque chose d'incitatif, puisque de toute manière, il n'aura pas les clés en fait pour réaliser sa pratique de manière efficace. Donc, pour l'utilisation des nudges, ce qu'on peut recommander, c'est qu'il faut bien réfléchir en amont et avoir une certaine cohérence entre le type d'incitation que l'on veut mettre en place, donc quel type de communication, le niveau de complexité perçue de la tâche, le tri des déchets, finalement, c'est pas si simple que ça pour quelqu'un qui ne connaît pas grand-chose. Et puis aussi le niveau de pratique des usagers. Est-ce que ce sont vraiment des amateurs, est-ce qu'ils sont vraiment novices dans la pratique ou est-ce qu'au contraire, ils ont déjà un niveau de pratique assez développé? Donc là, on peut aller sur des choses un peu plus intuitives. Donc voilà un petit peu, de manière assez rapide, les projets que l'on a pu mener et puis les différents enseignements qu'on peut en tirer en fonction des différents leviers là qu'on a vus avec Morgane. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est parfait. Ouais, c'est bon. Ouais. Okay. Bon, merci. Bonjour à toutes et tous. Merci donc pour l'invitation à la présentation et pour la première présentation qui était déjà très intéressante, très riche. Donc, je m'appelle Léna Meunier, je suis doctorante CIFRE à la ville de Paris. Je travaille au sein de la direction des espaces verts et de l'environnement, plus précisément à l'agence d'écologie urbaine et encore plus précisément à la division alimentation durable. Aujourd'hui, je vais vous présenter tout un panorama des initiatives qu'on peut mener à la ville de Paris afin de faire évoluer les comportements alimentaires et plus généralement afin d'engager la transition agricole et alimentaire sur le territoire parisien. Donc, un rapide sommaire de ma présentation. Je vais commencer par définir ce qu'on entend comme étant de l'alimentation durable à Paris. Ensuite, je présenterai deux outils assez stratégiques que sont la stratégie de Paris pour une alimentation durable et le plan alimentation durable à destination de la restauration collective publique. Ensuite, j'en viendrai au projet alimentaire territorial, cette fois-ci en montrant un petit peu plus comment est-ce qu'on travaille en partenariat avec d'autres territoires pour structurer des filières agricoles à destination principalement à l'heure actuelle de la restauration collective. Ensuite, je présenterai la Ferme de Paris, qui est un outil de démonstration et de sensibilisation du public parisien installé dans le bois de Vincennes, qui est un lieu finalement de démonstration agroécologique et pédagogique. Oups.
Voilà. Et pour terminer, je ferai un petit point sur l'agriculture urbaine et son rôle dans la ville pour reconnecter les citoyens à leur alimentation. Donc rapidement, alors pardon, voilà. Rapidement, je vais tenter de définir ce qu'on entend par alimentation durable. C'est un sujet qui a commencé à être traité à la ville de Paris au début des années 2000 lors de la réalisation du premier bilan carbone qui était lié au premier plan climat qui a été voté en 2004. Le bilan carbone à l'époque avait montré que l'alimentation, c'était le deuxième poste d'émission. Et par exemple, en 2014, on comptabilisait 4,8 millions de tonnes de CO2 qui étaient émises en lien avec l'alimentation des Parisiens et des Parisiennes, juste après les 8,7 millions de tonnes émises par les transports aériens. Donc ça a été un véritable moteur pour attaquer le sujet alimentaire au travers d'une approche environnementale de l'alimentation. Donc, si on reprend la définition de l'ADEME, je vais le faire assez rapidement, on voit plusieurs critères qui définissent l'alimentation durable, la qualité de la nourriture, la quantité suffisante de cette nourriture, sa disponibilité donc, le respect de l'environnement au travers des conditions de production de cette nourriture, son accessibilité économique, la rémunération sur l'ensemble de la chaîne alimentaire pour les acteurs produisant la nourriture, et enfin la viabilité d'un tel système à la fois à court, moyen et long terme. Donc les trois piliers que sont l'approvisionnement auprès des productions agroécologiques ou biologiques, les pratiques alimentaires qui tournent notamment autour de la saisonnalité, des circuits courts ou encore de la végétalisation d'assiettes, et enfin la lutte contre le gaspillage alimentaire structure vraiment cette mise en pratique de l'alimentation durable. Il s'agit donc à la fois d'une approche qui est nutritionnelle, environnementale et qui est aussi extrêmement sociale, avec une définition qui prend en compte l'ensemble des maillons de la chaîne avec une approche très systémique. À la ville de Paris, donc là c'est la définition que vous pouvez lire, ça c'est la définition qui est portée par la ville de Paris, qui reprend donc tous ces principes en s'appuyant notamment sur la transition, enfin en promouvant notamment la transition vers une agriculture qui soit plus accessible et qui soit économe du point de vue des ressources, qui travaille également à la réduction des gaspillages alimentaires et des déchets, et ce, à l'ensemble des maillons de la chaîne, pas uniquement après la consommation, et aussi un axe très important qui est celui de la juste rémunération des acteurs sur l'ensemble de la chaîne, comme je l'ai rapidement mentionné. Pour préciser encore un peu plus la définition, et ça c'est notamment dans le plan alimentation durable que je définirai après, on a retenu des labels, donc ceux du haut, l'agriculture biologique, le label rouge, la pêche durable, MSC, ce sont des labels qui ont été retenus en 2010, avec le vote du premier plan alimentation durable destiné à la restauration collective. Et pour les labels de commerce équitable, c'est des labels qui ont été rajoutés en 2022 avec le dernier plan alimentation durable et qui visent à remettre sur le devant de ces enjeux de label les enjeux sociaux pour complémenter le traitement par les enjeux environnementaux des labels existants. Toujours pour la restauration collective, il y a aussi certains piliers complémentaires qui ne tiennent pas que des labels que nous avons souhaité mettre en œuvre au travers de nos politiques. Donc ça repose aussi sur un soutien aux filières courtes et le plus local possible, avec la définition d'un échelon du local qui est de 250 km autour de Paris, à la fois pour réduire la logistique et toujours donc pour mieux rémunérer les producteurs. Également, on s'appuie sur des produits de saison qui sont diversifiés. On essaye de réduire et voire de faire disparaître au maximum les emballages jetables et le gaspillage en faveur du cuisine et maison. Et je reviendrai plus en détail par la suite sur les dispositifs et les objectifs qu'on a mis en place vraiment destinés uniquement à la restauration collective cette fois-ci. J'en viens à ma deuxième partie. Je vais vous présenter les outils de cette politique d'alimentation durable. Je vais d'abord faire un premier panorama de toutes les actions, enfin une grosse partie des actions qui sont menées à la ville. Puis je vais présenter plus spécifiquement quelques outils qui sont orchestrés par mon service. Donc, je vous propose là un grand panorama en deux parties et non en trois, comme ce qui est affiché sur la slide. Je ne vais pas vous faire tout le détail. Ce qui est important, c'est toutefois d'illustrer la diversité d'actions qu'il est possible de mener, notamment en recourant à divers plans et stratégies et en s'approchant de sujets d'alimentation par différents biais, ce qui est en fait une richesse assez importante quand on a autant de compétences, par exemple, qu'à la ville de Paris. Je cite par exemple le plan parisien de lutte contre l'exclusion,
à destination des publics précaires, le plan de sortie des plastiques destiné uniquement à la restauration collective, ou encore le plan Paris Santé Environnement qui a été voté très récemment. On pourra également noter que les modes d'implication sont très variés, qui sont destinés à des acteurs publics et à des acteurs très différents. On a par exemple les acteurs de la restauration collective parisienne, évidemment, des associations du territoire, des acteurs économiques tels que les commerces, ou encore des agriculteurs, donc dans la partie gestion de l'eau, avec les agriculteurs qui sont implantés sur les aires d'alimentation de captage d'eau de Paris. Donc la deuxième slide qui complète la première, elle permet également de mettre en lumière les actions menées, donc là cette fois-ci auprès des producteurs locaux, notamment au sein des marchés alimentaires de la ville, qui est une des actions les plus anciennes, puisqu'elle a été lancée, il me semble, à la fin des années 2000. Ensuite, on a aussi des actions qui ont trait au soutien des commerces d'alimentation durable et également soutien auprès des agriculteurs urbains. Aussi, donc, entre subventions, urbanisme réglementaire, plan stratégie communication grand public et actions collaboratives interterritoriales, on peut voir là à quel point l'action dans le domaine de l'agriculture et de l'alimentation peut s'appuyer effectivement sur une grande diversité de compétences. Et par exemple, à la ville, c'est une énorme quantité de directions qui sont impliquées dans toute cette stratégie, puisqu'on peut citer la direction de la transition écologique et du climat, la direction des solidarités, la direction de l'attractivité et de l'emploi, la direction de la communication, encore la direction de la propreté et de l'eau, et la mienne, la direction des espaces verts et de l'environnement. Au sein de mon service, rapidement, on porte des actions qui visent à faire évoluer différents comportements alimentaires. Donc, en premier lieu, la consommation alimentaire au sein de la restauration collective, mais également la sensibilisation à l'agroécologie au travers du dispositif de la Ferme de Paris, ou encore la structuration des filières de proximité dans le bassin de la Seine. Donc là, on vise plutôt un changement de comportement pour les acteurs de la production. Donc, deux outils principaux, comme je vous le disais rapidement tout à l'heure, la stratégie de Paris pour une alimentation durable qui a été votée en 2018, ainsi que le plan alimentation durable destiné à l'ensemble des repas de la restauration collective. Le premier avait été voté en 2010, on en est au troisième, il court de 2022 à 2027, et donc il totalise 30 millions de repas par an. Donc c'est un levier assez conséquent. Donc la stratégie de Paris votée en 2018, elle a été labellisée plus tard en 2021 projet alimentaire territorial de niveau 1, puis on a été labellisé de niveau 2 en 2024. Elle s'organise autour de 4 axes qui visent chacun plus ou moins et plutôt différemment à faire évoluer les pratiques et les comportements alimentaires. Un premier axe autour de l'accessibilité de l'alimentation durable. Un second autour de l'augmentation de l'autonomie et de la résilience alimentaire à une échelle un peu plus vaste que l'échelle intramuros. Un troisième autour de la prévention du gaspillage alimentaire et des déchets et de leur gestion. Et un dernier axe qui vise à la mise en réseau et au partenariat, qui est un axe assez structurant pour rendre possible les 3 premiers axes. Quelques précisions sur le projet alimentaire territorial. Donc, c'est un outil majeur pour les collectivités en matière d'alimentation. Je ne vais pas élaborer plus que ça. Le nôtre, toutefois, a été élaboré de manière collective. Il s'appuie donc non seulement sur la stratégie de Paris pour une alimentation durable qui a été votée en 2018, comme je vous disais à l'instant, mais également sur une grande concertation qui a été menée en 2021, qui s'appelle les États généraux de l'agriculture et de l'alimentation durable, qui ont rassemblé une grande diversité d'acteurs et que je présenterai plus en détail tout à l'heure, ce qui avait permis d'élaborer collectivement les axes de travail du projet alimentaire territorial. Je vais maintenant illustrer rapidement quelques exemples d'actions. Qui ont trait à différents modes de changement des pratiques alimentaires, notamment au travers du soutien aux métiers des filières agricoles et alimentaires ou au travers de l'accessibilité. Donc, je peux par exemple citer Paris Fertile qui propose des formations aux métiers agricoles et alimentaires. On a des actions de découverte de métiers de l'agriculture et de l'alimentation durable qui peuvent aller de quelques heures à 10 jours. On a des formations préqualifiantes, qualifiantes ou certifiantes pour s'orienter en priorité vers le salariat de ces métiers de 3 à 9 mois. Et enfin, on a des parcours de création d'activités pour s'installer en agriculture ou créer une activité de transformation alimentaire durable.
Donc, à l'heure actuelle, Paris Fertile, ça totalise, il me semble, plus de 1500 Parisiens, Parisiennes ayant participé à des actions soit de découverte, soit de formation, soit d'accompagnement. Et sur les 412, il me semble, 400 et quelques personnes formées, on a 50 activités qui ont été créées, 13 en agriculture urbaine et 37 en agriculture ou en transformation alimentaire durable. Rapidement, on peut aussi mentionner un projet structurant d'accessibilité de l'alimentation durable, qui est l'appel à projet alimentation durable et solidaire. C'est un appel à projet qui est destiné aux acteurs économiques du territoire, qui permet des subventions à la fois en fonctionnement et en investissement, qui ciblent prioritairement des acteurs, et voire uniquement des structures de l'économie sociale et solidaire, qui répondent aux critères de l'alimentation durable tels que je les ai définis, afin de mailler le territoire parisien en commerce et en initiative d'alimentation durable. Ensuite, toujours pour illustrer, cette fois pour illustrer des dispositifs de soutien de lutte contre les précarités alimentaires. À l'échelle de la ville, on travaille avec diverses directions, notamment la direction des solidarités, pour travailler sur les publics en situation de rue, ou encore avec la direction du service politique de la ville pour travailler sur les cas des personnes en situation de précarité. Il s'agit des familles monoparentales, des étudiants et étudiantes, des familles à petits revenus. Donc, on a des dispositifs qui tentent le plus possible de s'adapter à chaque public afin de répondre à leurs spécificités. Rapidement, on peut citer un partenariat avec la Fondation Armée du Salut au sein de l'hôtel Serpollet, qui est un hôtel industriel réhabilité qui se situe dans le 20e arrondissement de Paris. Ici, il s'agit d'un partenariat pour approvisionner en fruits, légumes et légumineuses bio et durables des structures de l'aide alimentaire parisienne, qui est en cours depuis un an, un peu plus d'un an. On peut aussi citer un partenariat entre la Ferme de Paris et l'association La Chorba. Donc, la Chorba, c'est une association qui fait des distributions alimentaires. Et donc, depuis 2023, c'est environ 370 kilos de fruits et légumes qui ont été produits pour des distributions de colis et de repas. Donc, qui ont été produits à la Ferme de Paris et distribués par l'association La Chorba. Ensuite, la restauration collective. Donc là, rapidement, c'était pour vous donner une idée de ce que ça représente, puisque c'est quand même un enjeu très conséquent à l'échelle de la capitale parisienne. Plusieurs défis qui sont visibles au travers de cette slide. La diversité des publics, puisqu'on a à la fois des restaurants administratifs, des caisses des écoles, donc des gestionnaires de cantines scolaires, et des EHPAD ou des établissements d'aide sociale à l'enfance. Ça représente aussi une grande diversité de modes de distribution, puisque entre les crèches ou encore les restaurants administratifs, on a vraiment plusieurs échelles d'établissements avec des modes logistiques aussi très diversifiés, entre des cuisines centrales et des cuisines au sein de chaque établissement. Et un des plus gros défis, ça reste la quantité de repas consommés chaque jour. Tout ça pour dire qu'il s'agit bien d'un levier très conséquent pour la ville de Paris, qui explique donc la mise en place d'un plan alimentation durable depuis 2010, avec un premier pilier qui porte sur une approche par la santé environnementale. Donc là, il s'agit de cantines qui préservent le climat et la biodiversité, en mettant des objectifs donc, de 75% d'agriculture biologique cuisinée dans les cantines, une exigence de local, comme je vous le disais tout à l'heure, qui est définie comme un rayon de 250 km autour de Paris. Donc là, on attend 50% des denrées issues de 250 km autour de Paris. Et la mise en place d'une alternative végétarienne quotidienne dès janvier 2025 et de 2 repas végétariens hebdomadaires déjà depuis 2023, avec d'autres objectifs qui sont sur la slide. Un deuxième volet, qui est une approche par la santé humaine, avec un encouragement et une augmentation des repas cuisinés maison, des objectifs de réduction du sucre et du sel dans les recettes, la disparition du plastique dans la restauration collective. Donc ça, c'est au travers du plan de sortie des plastiques de la restauration collective parisienne qui date de 2021.
Et enfin, un troisième pilier qui s'adresse aux équipes et aux convives et qui vise finalement à rendre possible les objectifs des 2 premiers axes. C'est l'axe qui vise à encourager, à former, à inciter au changement de comportement, tant dans la production des repas, par exemple en formant les personnels en cuisine aux enjeux de l'alimentation durable, en les aidant à concevoir des recettes, par exemple, qui soient plus végétalisées. Donc autant dans les changements de comportement de production des repas que dans les changements de consommation, avec une sensibilisation sur les enjeux du gaspillage alimentaire ou de manière plus générale, une sensibilisation qui soit adaptée selon les types de publics. Par exemple, on a un partenariat avec Bioconsommateurs dans les cantines pour les publics scolaires pour les sensibiliser aux enjeux de l'alimentation durable. Un petit focus que je vous propose sur les repas végétariens qui représentaient quand même un défi assez conséquent puisqu'il nécessite à la fois donc une adaptation des pratiques de production et une adaptation des comportements de consommation des convives. Donc, on a réalisé un gros travail afin de proposer des recettes qui soient à la fois savoureuses et équilibrées pour les convives. Donc, par exemple, lors d'un partenariat avec CapVégie, on a produit un livret de recettes végétariennes pour les équipes de cuisine pour les aider à concevoir des recettes végétariennes qui ne soient pas le fruit derrière de gaspillage très conséquent après la consommation. Il s'agit également d'un gros travail de sensibilisation sur les enjeux liés à la consommation de viande, notamment de viande rouge, avec une approche donc, de santé globale en portant un discours qui identifie très clairement que la réduction de consommation carnée bénéficie à la fois à l'environnement, avec au travers de l'usage de légumineuses, du captage de l'azote dans les sols, une meilleure gestion de l'eau, et bénéficie en retour à la santé humaine, avec une diminution des risques cardiovasculaires et autres maladies qui sont effectivement associées à la consommation excessive de viande rouge. Un deuxième focus sur le Conseil scientifique et citoyen de l'agriculture et de l'alimentation durable, qui est une initiative assez récente, qui était inscrite dans le plan alimentation durable depuis 2022 et qui a été lancé en juin 2025. Donc, il regroupe 30 membres, 10 experts et expertes, que ce soit des chercheurs ou des experts des sujets d'alimentation et d'agriculture durable, par exemple des associations. Donc, on a Wild Farm, c'est le seul qui me vient, mais il y en a d'autres. Et on a 20 citoyens pour lesquels on a tenté le plus possible de viser à la représentativité, de tendre vers la représentativité des convives de la restauration publique parisienne. Donc ce conseil, il travaille sur une période d'1 an sur 2 sujets, à l'issue de quoi il lui est possible de porter un avis citoyen au Conseil de Paris. Donc là, ils sont au début de leurs travaux, mais ils font ça consiste en des visites, des séminaires et une sensibilisation plus large aux enjeux des politiques que nous portons. En essayant de viser une complémentarité entre une approche scientifique et académique du sujet et une approche par les convives pour essayer de viser un changement de comportement au plus proche de nos convives. Pour ce faire, on a donc une thématique globale qui est donc celle de la santé globale, l'approche One Health, au travers de l'alimentation, donc des assiettes une santé, la restauration collective parisienne de demain. Et donc, on a organisé ce conseil scientifique en 2 groupes, en 2 groupes de travail. Un premier qui travaille sur les labels du plan alimentation durable, notamment beaucoup sur les enjeux de la pêche, qui est encore des labels sur lesquels nous sommes en recherche. Et un deuxième qui porte sur la santé dans l'assiette en restauration collective, avec une approche plus nutritionnelle, sur la végétalisation notamment. Bon, ils sont en plein dans leurs travaux, donc je ne peux rien vous présenter de très concret. En tout cas, c'est un projet qu'on a plaisir à suivre. Rapidement, et pour montrer que c'est quand même des politiques qui ont des effets assez conséquents, un chiffre assez intéressant. Donc, on a réalisé un bilan carbone de la restauration collective en 2022. Et donc, on note qu'il y a quand même 14% d'émissions alimentaires en moins entre 2016 et 2022. Et ça, c'est grâce à la baisse des parts de viande et de poisson dans les assiettes. J'en viens à ma troisième partie qui a trait au projet alimentaire territorial. Puisqu'on travaille donc avec des filières et des territoires autour de Paris pour structurer
l'offre sur le territoire parisien. Donc, un des principaux outils, et je vais un petit peu accélérer, c'est l'association Agri-Parisienne qui a été créée en 2023 et qui regroupe 7 collectivités du bassin de la Seine. Donc, elle naît d'un projet porté par la ville de Paris lors des municipales de 2020 et elle regroupe aujourd'hui les collectivités de la communauté urbaine du Havre, la métropole Rouen-Normandie, le conseil départemental de Seine-Saint-Denis, la métropole du Grand Paris, Haute-Paris, le pôle d'équilibre territorial du nord de Lyon et la ville de Paris. Donc ces missions, c'est un opérateur qui est né donc des états généraux de l'agriculture et de l'alimentation que j'ai rapidement mentionné tout à l'heure. Donc c'est un projet qui a été concerté avec des dizaines et des dizaines d'acteurs. Les états généraux, c'est une grande période de concertation. On a réuni des acteurs de la recherche, des associations, des acteurs fonciers, des agences expertes, des agents de la restauration collective publique, privée et commerciale, et des acteurs associatifs. Donc, ça a donné lieu aux 12 groupes de travail qui sont affichés sur la slide, qui étaient donc structurés autour de 4 thématiques: la transformation de l'agriculture et du métier d'agriculteur, la structuration des filières, l'évolution de l'approvisionnement et la gouvernance du système alimentaire parisien. Et donc, à l'issue de ces états généraux et de cette longue période de concertation, il est apparu que les missions identifiées pouvaient être effectuées par un opérateur qui soit donc Agri-Parisienne. L'association Agri-Parisienne, elle a 4 missions principales qui sont transversales. Donc, l'association joue un rôle d'opérateur à l'échelle du bassin de la Seine. Donc, c'est en ce sens un outil vraiment multipartenarial et interterritorial. Son rôle, finalement, c'est de concrétiser les liens entre les territoires ruraux et les territoires urbains pour structurer des filières dans le bassin de la Seine. Donc, par exemple, il s'agit de faire de la mise en réseau pour le sourcing des producteurs locaux afin de les mettre en lien avec les acheteurs de la restauration collective sur les territoires. On a également un rôle d'observatoire qui est en cours de lancement, nommé Ressources Seine, qui a pour objectif de cartographier les flux, les acteurs et les filières de proximité sur le territoire. L'association est également en train de développer un plaidoyer en faveur de l'agroécologie à l'échelle nationale et elle peut répondre à des appels à projets avec certaines collectivités membres sur ces domaines d'expertise. Ça, c'était pour que vous identifiez de manière territorialisée les acteurs impliqués. Donc, c'est bien un modèle qui repose sur la coopération à plutôt moyenne, voire quand même grande échelle, comme on peut le voir sur la carte. Il s'agit d'une mise en commun à la fois des méthodes, mais aussi des objectifs en faveur de la reterritorialisation des filières. Bien sûr, au sein de ce consortium d'acteurs, chaque collectivité conserve son indépendance et peut s'investir dans des projets qui ont du sens avec la politique qu'elle mène. Quelques points d'actualité et exemples d'actions qui visent au changement de comportement, cette fois des acteurs territoriaux, notamment de la production. Donc, Agri-Parisienne organise des rendez-vous de la restauration collective durable chaque année, depuis 2023, pour mettre en lien acheteurs et producteurs durables et aider en fait les gestionnaires de la restauration collective à faire le sourcing, notamment en matière de producteurs locaux. Un deuxième exemple, un projet assez conséquent qui nous occupe en ce moment, c'est que Agri-Parisienne co-porte le démonstrateur Seine nourricière qui est porté donc en partie par la ville de Paris, qui est un projet lauréat d'un ami de la Banque des Territoires, qui propose une approche globale et systémique de la transition agricole dans les territoires, puisqu'il s'agit donc de répondre aux besoins en information sur les ressources du territoire, de structurer la demande dans les zones denses, de mailler les territoires en outils de transformation et de stockage, d'accompagner les agriculteurs vers des pratiques plus durables et de structurer une logistique bas carbone, notamment fluviale. Donc là, on a mis fin à une première phase de maturation et on commence à rentrer dans la phase de mise en œuvre avec un lancement début octobre du projet. Donc là, c'est un projet qui regroupe à la fois les acteurs d'Agri-Parisienne qui sont donc en bleu foncé sur la carte, mais également d'autres acteurs publics et privés. Donc on a un consortium assez conséquent dans tout le bassin de la Seine pour essayer de viser vraiment chacun des maillons et de répondre aux problématiques spécifiques des territoires avec des réponses qui soient vraiment déclinées à l'échelle locale.
Ça, c'est pour toute la partie de structuration des filières. Maintenant et rapidement, parce que c'est très intéressant, la ferme de Paris, je vais rapidement présenter cet outil donc, qui se situe à l'est de Paris, dans le bois de Vincennes, en face de l'hippodrome, pour celles et ceux qui connaissent. Donc la ferme, c'est un outil de démonstration qui accueille à la fois donc, du public, du grand public, mais aussi des scolaires, des porteurs de projets. On a par exemple un partenariat avec Champ des Possibles pour aider à l'installation d'activités maraîchage sur le mode d'espace test agricole, ou encore dans les autres publics des centres médico-sociaux. Donc c'est en quelque sorte, la ferme de Paris, c'est à peu près la démonstration matérielle, la déclinaison matérielle des politiques agricoles et alimentaires qui sont portées par la division alimentation durable et plus généralement par la ville de Paris. Elle propose un large panel d'activités qui sont destinées à sensibiliser les Parisiens et les Parisiennes de tout âge sur les sujets de l'agroécologie, du bien-être animal et de l'alimentation durable. Quelques exemples d'activités qui sont menées à la ferme. Elle propose des activités qui vont de la cueillette à la fabrication de pain, aux activités de soins destinées aux animaux qui sont présents sur la ferme. Maintenant, quelques principes de gestion agricole qui respectent les principes de l'alimentation durable tels que nous l'entendons, puisqu'on y observe des pratiques de rotation des cultures, on y favorise la présence de la biodiversité avec des haies bocagères ou avec la préservation d'espèces, notamment végétales. Ensuite, on a les sols qui sont travaillés, par exemple, par les cochettes, comme on voit en photo. On y utilise des engrais verts et on recycle les matières organiques. Dernière partie, pour conclure rapidement, le sujet de l'agriculture urbaine, qui est un outil de changement des comportements dans un contexte urbain très dense, qui se révèle assez utile. Donc, c'est une politique qui date déjà de 2014 et qui repose sur une démarche partenariale qui vise à mobiliser du foncier sur l'ensemble du territoire parisien et parfois francilien afin d'accueillir des projets d'agriculture urbaine. Donc, ce sont des sites qui sont certes un petit peu productifs, mais ce sont surtout des lieux pédagogiques et de sensibilisation qui visent également à former et à encourager la transition des métiers agricoles. C'est un fonctionnement qui permet de favoriser une grande diversité de projets, tant du point de vue des objectifs, donc productifs, récréatifs, participatifs, c'est aussi des supports de formation, que des méthodes, puisqu'on a à la fois de l'agriculture en pleine terre, sous serre ou en sous-sol. Donc l'objectif, c'est pas de nourrir les Parisiens et les Parisiennes au travers de l'agriculture urbaine, mais bien d'insister sur le changement des pratiques, à la renaturation de la ville avec la présence d'espaces agricoles. Et il y a beaucoup de partenariats avec des associations d'aide alimentaire. Donc, il y a un lien entre agriculture urbaine et lutte contre les précarités alimentaires. C'est un processus qui passe également pour accompagner le changement de pratique par une stratégie d'accompagnement des porteurs de projets, d'animation et de communication à destination des propriétaires fonciers, des agriculteurs et du grand public. Donc ça, c'est les sites d'implantation au travers des différentes éditions des pariculteurs. Et puis, au-delà des pariculteurs, là, vous avez un panorama plus large des actions qui sont menées. Donc, on a un centre de formation sur les sujets agricoles et horticoles avec l'école du Breuil, qui est également dans le bois de Vincennes. On tente de maintenir les fermes urbaines, dont la ferme de Paris. On a également, par exemple, des création de permis de végétaliser qui sont donc destinés à la végétalisation des rues de Paris. Voilà, merci pour ce panorama. Merci de m'avoir permis de faire ce panorama des actions qui visent donc à faire évoluer les comportements de consommation et de production alimentaire qu'on mène à la ville de Paris. On appréhende donc la transition agroalimentaire et l'évolution des pratiques au travers d'une approche qui soit systémique, destinée à différents publics et avec des réponses qui soient le plus adaptées possible selon les cas et les publics. Voilà, je vous remercie de votre attention et au plaisir de poursuivre avec les questions.